Historia, pour connaître toute l'histoire. Ingénieurs, chauffeurs, mécaniciens, serre-freins, ils ont tous en commun une passion, un objet de fierté, le train. Ils sont cheminots, leur vie, c'est le chemin de fer. All aboard! Cela fait maintenant plus de 160 ans que les trains entrent en gare au Canada. Depuis les débuts de l'aventure ferroviaire, des milliers de travailleurs ont été au service de ces puissantes machines. Les trains ont bien changé depuis l'ère de la vapeur, à cette folle époque où faire partie des travailleurs du rail était un honneur, un privilège. Ils soulèvent les pelletés de charbon avec tout le soin que l'on prendrait à transporter des kilos d'or. Manches relevées, habits maculés d'huile et de suie, ils nourrissent, bichonnent et astiquent leurs machines avec lesquelles ils font corps. Leur langage est celui d'un groupe d'initiés qu'eux seuls comprennent. 6532, no signals. L'un porte l'habit du chef de train, un autre se coiffe de la visière du télégraphiste. Qu'ils portent le poids des bagages ou celui des responsabilités des ordres à communiquer, ils sont fiers d'appartenir au monde du rail. Métier de passion, les cheminots ont pour leur profession un feu qui ne semble jamais vouloir s'éteindre. On n'avait réellement pas une prétention, mais quand quand on nous demandait ce qu'on faisait dans la vie, le fait de dire qu'on était cheminot, chef de train, c'était une fierté. C'était un boulot difficile, très difficile même, mais j'adorais ça. J'ai été élevé ces trains, hein, à 16 ans, et je commençais à travailler là-dessus. J'ai aimé ça, j'ai aimé ma vie. Jusqu'à la première demi du 20e siècle, les cheminots forment un groupe à part. À cette époque, le chemin de fer est encore l'industrie numéro 1 du Canada. Mieux payés que la majorité des travailleurs, ces employés spécialisés occupent un rang social différent. Une position enviée commandant respect et admiration. Avec les conducteurs, les mécaniciens de locomotives faisaient partie de l'élite. Songez-y, ils contrôlaient une locomotive de peut-être 1000, 2000 ou 3000 chevaux vapeur, à une époque où le cheval était pratiquement l'unique moyen de transport. Ils étaient responsables d'un train tout entier, sans compter que ce train se rendait dans des lieux exotiques. Les conducteurs étaient alors perçus comme les aristocrates de la classe ouvrière. Ils étaient des gens très importants et tous les jeunes rêvaient d'exercer ces métiers. À la fabuleuse époque de la vapeur, un homme, plus que tout autre, suscite l'intérêt. Quand une locomotive s'amène dans un village, enveloppant tout de son épais nuage de fumée blanche, les passants s'arrêtent, espérant voir le mécanicien stopper sa machine. Un bon ingénieur, comme on l'appelait à l'époque, laisse doucement l'engin s'arrêter dans un dernier souffle.
Il manœuvre avec l'adresse et la grâce que seules des années de métier rendent possible. De tous les employés itinérants, le mécanicien est certainement le roi. C'est lui qui contrôle la vitesse du train, les freins et la pression de la chaudière. Il doit observer les signaux lorsqu'il accélère. Il doit aussi connaître la nature des problèmes qui l'attendent sur la voie ferrée et pour lesquels il reçoit des ordres particuliers. Il peut s'agir des faiblesses de la voie ou d'un ordre de ralentissement du mille X au mille Y, par exemple. C'est à lui qu'on confie l'horaire et qui doit veiller à ce qu'on le respecte. Ensuite, il doit obéir aux ordres qu'il reçoit du conducteur, qui lui indique les stations où il faut s'arrêter ou non. Tout cela relève de sa responsabilité. C'est lui qui fait tout ce travail. C'est aussi lui qui donne des ordres au chauffeur qui alimente le feu. N'est pas mécanicien qui veut. Le boulot est exigeant et demande de la concentration. Le mécanicien est à la tête d'un convoi traînant souvent des énormes charges de marchandises. On n'arrête pas un engin de la sorte sur un simple coup de tête. Dans les trains voyageurs, le mécanicien tient entre ses mains le confort et la sécurité de centaines de passagers. Il est conscient de la responsabilité qui lui incombe. Une mauvaise manœuvre, un manque de délicatesse suffisent à entacher sa réputation. De véritables experts en la matière. D'autres étaient plus ordinaires. C'est comme ça à bord de tous les trains, mais les experts, vous les reconnaissiez rapidement, car ils éprouvaient une véritable fierté à accomplir leur travail. Ils avaient un grand sens des responsabilités, spécialement lorsqu'il s'agissait de passage à niveau et de manœuvrer les freins en pensant aux gens qui étaient à bord, qui mangeaient ou qui dormaient dans les cabines. Il fallait opérer en douceur, et certains étaient meilleurs que d'autres à cet égard. Au cours du trajet, le mécanicien ne se lève jamais de son siège. C'est le chauffeur qui fait le travail de bras. Pendant toute la période de la vapeur, le chauffeur eut la lourde tâche de nourrir la locomotive en combustible. Avec le mécanicien, son patron, ils formaient alors un couple d'inséparables. Ensemble, ils poussent leur machine à fond, fendant l'air à vive allure. Lorsque le conducteur sentait que sa machine manquait de puissance, il hurlait ses ordres au chauffeur. « Allez plus vite, le charbon, mets-en plus sur la droite, sur la gauche, au centre, étends-le » et ainsi de suite. Et le chauffeur devait obéir. Le chauffeur est un apprenti mécanicien. Assis sur le siège de gauche, il laisse à son collègue le soin de lui apprendre l'art du métier. Dans quelques années, si tout va bien, il pourra occuper le siège de droite et régner à son tour sur les chemins de fer du pays. Le chauffeur doit trimer dur s'il veut gagner ses galons. Pour ça, il lui faut pelleter. C'est un métier crevant, surtout avant l'apparition des systèmes automatisés de chargement du charbon. Plié devant la chaudière, le visage rougi par la chaleur, il alimente le feu dans un rythme régulier. Entre ses mouvements de va-et-vient, il lève la tête pour voir la route, surveille la pression qui baisse à mesure que le mécanicien pousse son engin. 1 tonne de charbon équivaut à 130 bonnes pelletées remplies à rebord. La locomotive a un grand appétit. Au cours d'un voyage d'une douzaine d'heures, un chauffeur peut facilement donner au fourneau 8 à 10 tonnes de charbon. Il doit pelleter sans relâche le charbon qui actionne la locomotive à vapeur. Le feu doit être alimenté en fonction des conditions qui les attendent. Lorsqu'ils auront à gravir une pente raide, le chauffeur devra alimenter le feu pour s'assurer que la locomotive ne s'arrête pas en plein milieu de la montée, qu'elle puisse avoir suffisamment de puissance pour transporter ses 50 à 100 wagons de marchandises jusqu'en haut de la colline. C'est moi qui fais avancer la machine. Le conducteur l'amène, mais sans chauffeur pour remplir la chaudière de charbon, elle n'avance pas. Produire de la vapeur avec du charbon est un art. On en juge la qualité à la couleur de la fumée.
Un bon chauffeur entretient un feu de charbon blanchi, faisant une fumée pâle. Quand le feu commence à mourir, il devient rouge, se consume mal et produit une fumée noire, signe que la locomotive perd de la puissance. Attelé à son fourneau, rien ne doit distraire l'attention du chauffeur. Je chauffais d'un bord, puis tu gelais de l'autre bord, du côté de la fenêtre, puis je gelais. La neige rentrait, le froid rentrait, ça fait que t'avais un beau d'avoir un... Mais ça n'a pas toujours été un cadeau, ça, je l'admets. Dès que les premiers trains se mettent sérieusement à rouler au milieu du 19e siècle, on réalise la nécessité de posséder une main-d'œuvre apte à maîtriser cette nouvelle invention. Le train fait naître une industrie pour laquelle apparaissent un nombre incroyable de professions. Travailler sur les chemins de fer ne s'apprend pas à l'école, mais sur le tas. Kilomètre par kilomètre, mécaniciens et chauffeurs apprennent l'ABC de leur métier. Au détour des routes sinueuses, ils étudient leur engin, tentant de maîtriser son caractère. Un savoir que les employés du train se transmettent par la suite de génération en génération. Mon père a débuté au chemin de fer en 1940 pour suivre les traces de son père, Napoléon, grand-père. Alors, mon père a travaillé 40 ans sur le petit train du Nord en grosse partie durant sa carrière. Et j'ai travaillé pendant 5 ans aussi comme agent de train ou serre-frein avec mon père sur le petit train du Nord. Ça a été les plus belles années de ma carrière. Le chemin de fer, c'est dans notre sang. On ne badine pas avec le métier de cheminot. Les compagnies de chemin de fer ont la réputation d'être intransigeantes. Les retards et les accidents représentent des dépenses astronomiques pour les compagnies. Pendant longtemps, il régnera sur les trains une discipline de fer. Chaque action allait devoir être réglée comme une horloge. Les employés devront mettre leur pendule à l'heure. Separation from the 767 across Marlin and maintain 7,000. Dans les cabines de pilotage des avions, à bord des frégates et même des sous-marins de l'actuelle armée canadienne, le commandant et son second communiquent leurs ordres à voix haute. Ces commandements sont ensuite repris, toujours à haute voix, par les subordonnés. Cette manière de faire tire en partie son origine du monde ferroviaire. Comme un capitaine de navire, le mécanicien devient le personnage central dans cet échange de répliques. Il interprète les signaux, vérifie les ordres et ne quitte pas la route des yeux. Dans le bruit assourdissant de la machine, il doit parfois crier pour se faire entendre. La locomotive affronte des conditions climatiques de toutes sortes, parfois extrêmes. Il y a aussi la question des différentes situations économiques et sociales, sans oublier la sécurité. Personne n'a avantage à risquer la destruction d'une locomotive coûteuse, dotée d'un équipement sophistiqué. On mettra donc rapidement en place des normes de sécurité. Quelques accidents devront cependant se produire avant que les sociétés ne comprennent ce principe. Mais très rapidement, la question de la sécurité deviendra fondamentale. Plus rapidement que dans toute autre industrie. La société de chemin de fer publiera aussi un petit livre des normes d'opération qui ressemble à cela. Ce petit livre rouge, apparu aussitôt que 1850, contient l'ensemble des règles du monde ferroviaire. Il est un incontournable. Comme un petit catéchisme, les employés sont tenus de l'apprendre et de le connaître sur le bout des doigts. Signalisation, ordre de marche, règles de sécurité, tout y est. Un bon employé ne part jamais sans son Uniform Code of Operating Rules. C'était notre Bible. On y trouve absolument tout, de la formation des supérieurs jusqu'aux interrupteurs de freinage. Tout est important. On ne peut pas travailler au chemin de fer sans ce précieux outil. Au travail, il faut toujours l'avoir à la portée de la main. Et il faut obéir à ses directives. Le monde du train devient rapidement réglementé, codifié.
Il y va de même pour le comportement des employés. L'image des compagnies ferroviaires est une préoccupation de premier plan. Les dirigeants imposent des règles de conduite strictes. Bagarres, insubordination et même la consommation d'alcool font l'objet de règlements. Les travailleurs sont tenus de s'y plier. Les compagnies font preuve d'un paternalisme et d'un comportement militaire envers les employés. Rien ne doit faire obstacle à la sécurité et au fonctionnement du chemin de fer. Lorsqu'un accident survient et que l'employé est reconnu fautif, la perte de son emploi devient alors le seul prix à payer pour son erreur. En plus de la discipline et de la mémoire des règles, un bon cheminot devait avoir l'oreille fine. L'expression « le train sifflera 3 fois » nous rappelle l'importance que le sifflet occupe dans l'histoire ferroviaire. Le sifflet du train, si caractéristique de l'époque romantique de la vapeur, a longtemps inspiré cinéastes et écrivains. Pendant plusieurs années, le son familier de la cheminée du train s'est mêlé au quotidien des villageois. Les convois se font aujourd'hui plus rares, mais c'est toujours par un coup de sifflet que les mastodontes signalent leur présence à l'approche d'un passage à niveau ou annoncent leur entrée dans une ville. Bien avant l'apparition des systèmes radio, le chef de train utilisait le sifflet pour communiquer avec le mécanicien isolé dans sa locomotive. 6 coups brefs et le conducteur savait que les passagers avaient froid et qu'il fallait augmenter la chaleur dans les voitures. Mais avec l'apparition de diesel, la locomotive a perdu de sa musicalité. Les nouvelles technologies de communication ont réduit de beaucoup l'utilisation du sifflet, rendant les convois presque silencieux. Si vous prenez simplement le sifflet d'une locomotive à vapeur, puis prenez le sifflet d'un diesel, il y a une maudite différence. Il n'y a pas que le sifflet qui ait changé. Avec les consoles entièrement informatisées des chemins de fer modernes, les ordres et toutes les informations à communiquer arrivent maintenant à leur destinataire en un temps record. Les compagnies de chemin de fer ont sans cesse cherché des moyens efficaces de demeurer en contact avec les trains en marche. Pendant près d'un siècle, tout le système de communication a essentiellement reposé sur 4 types d'emplois. Il y a d'abord le répartiteur. Il gère l'ensemble du trafic sur les voies. Il décide quand et où les trains peuvent se croiser ou se ranger. Pas de gigantesques panneaux lumineux ni de systèmes sophistiqués de répartition ne peuvent l'aider dans sa tâche. La pression est énorme sur ses épaules. Dans cette opération délicate, il était assisté du télégraphiste. Dans les campagnes, il occupe également les fonctions de chef de gare où il fait respecter la loi et l'ordre. Assis devant sa machine, il transmet les ordres de marche ou d'arrêt à la gare la plus proche du convoi. Entre 2 gares, le mécanicien n'a aucun contact avec ses collègues demeurés à terre. Le télégraphiste devient donc les yeux et les oreilles de tout le monde. À bord du convoi, le chef de train joue le rôle de courroie de transmission. Il reçoit les ordres émis par le télégraphiste et les transmet à son tour au mécanicien. Les ordres sont écrits en plusieurs copies sur un bout de papier. Ils sont ensuite remis directement au personnel du train en marche à l'aide de ce simple bâton terminé d'un cercle d'acier. Pendant des années, des informations parfois de première importance ont fébrilement tenu au bout de cette perche aussi frêle qu'inusitée. Ne disposant que de systèmes rudimentaires de communication et d'outils de fortune, ces 4 hommes n'en effectuaient pas moins toutes les opérations dans le plus grand synchronisme et à la minute près. Car le véritable maître de ce ballet, c'est le temps. À l'époque de la vapeur, toutes les opérations reposent sur la fiabilité d'un précieux outil de précision, la montre. Pour le cheminot, cette fameuse montre est bien plus que le symbole d'une ère révolue. J'ai ça depuis 1943. Je m'en suis servi du chemin pendant au moins 32, 33 ans.
avant qu'ils mettent les montres à batterie là, électrique. Là. Mais la montre à électrique n'a jamais arrivé que ça. Les locomotives à vapeur ne sont pas équipées d'indicateurs de vitesse. Seule la montre permet au mécanicien d'évaluer la performance de sa machine. Il chronomètre alors le temps qu'il met à franchir la distance entre deux poteaux indicateurs, soit l'équivalent d'1,5 km. On ne pouvait pas vivre sans montre. Aujourd'hui, puis se pensionner, je n'ai même plus d'impognette. Et ça, là, si on voulait savoir la vitesse qu'on allait avec la vapeur, il fallait checker les minutes, les secondes. On disait, ça ici, le nord, le plus, c'était 30 000 à l'heure, ben, je peux aller 30 secondes à la minute, puis, au 1000, puis c'était ça. Ça, c'était notre vie. Ça, les kilomètres, pour rencontrer les trains, tout ça, il fallait qu'on aille d'heure juste. Les montres à elles seules occupent 2 pages du livre. On y parle de l'importance qu'elles indiquent l'heure juste et de leur entretien en général. La société a des emplacements partout au Canada où l'on peut faire ajuster et vérifier les mécanismes d'horlogerie. On demande au conducteur de toujours vérifier l'heure avec l'agent de station. 2 pages entières sont consacrées uniquement aux montres. Les employés du train ont beau avoir une vie et un métier réglé comme une horloge, la profession de cheminot demeure difficile. Le train, maître du temps, gruge celui des travailleurs. Les horaires et les longues traversées rendent le travail épuisant. À cela devait s'ajouter le danger que représente l'exercice de certains métiers. Parmi ceux-là, celui de serre-frein fut l'un des plus périlleux. Plusieurs allaient y laisser leur vie. Freiner. Voilà bien l'ennemi numéro 1 d'une locomotive en furie, roulant à toute vapeur sur une frêle route de métal. L'apparition de freins entièrement automatisés, utilisés sur les locomotives modernes, a grandement amélioré les conditions de travail de l'un des métiers les plus risqués du monde du train, celui de serre-frein. Le serre-frein s'occupait de la vérification constante des systèmes de freinage et des mécanismes d'aiguillage situés sur la voie. Il était sous les ordres du conducteur. C'est lui qui faisait tout le travail à l'extérieur. Lorsqu'il y avait un bris mécanique, c'est lui qui sortait pour aller vérifier en dessous ou entre les wagons. Lorsque le train était bloqué par la neige, c'est lui qui sortait et qui allait pelleter. S'il y avait un problème d'aiguillage ou de levier de commande, c'est lui qui devait sortir pour réparer. Le serre-frein aurait fait un excellent braqueur de train, ou mieux encore, un fougueux cascadeur dans les westerns d'Hollywood. Alors que le convoi roule encore, il saute des wagons en marche, le devance en courant sur la voie afin d'arriver à temps à la zone d'aiguillage. Son travail effectué, il rembarque sur le train, grimpe sur le toit des wagons. Là, exposé au vent et aux intempéries, il serre les freins à la main. Alors, on montait à l'extérieur comme ça. Et rendu en haut, c'est à ce moment-là qu'on traversait comme ça. L'arrivée des freins à air a rendu cette manœuvre inutile, sauf dans les cours de triage où le serre-frein continue toujours ses acrobaties. La présence d'amortisseurs sous les convois modernes a plus qu'amélioré le confort des voyageurs. Cette innovation a également permis de solutionner un problème mécanique courant à l'époque de la vapeur. En terrain accidenté, la traction exercée par la locomotive et les écarts de vitesse ont pour effet de briser l'attelage entre les wagons. Remplacer cette pièce est alors une mission périlleuse. Alors, le jeu d'attelage, on appelait ça, nous, un knuckle. Souvent, par la force d'attraction,
les mâchoires avec des faiblesses pouvaient fendre. Alors, il fallait changer la mâchoire ici. Alors, pour changer la mâchoire, il fallait ouvrir, sortir. C'était très dangereux, ça c'est officiel. Seulement qu'à véhiculer dans un triage, à marcher dans un triage, il n'y a rien de plus sournois que le chemin de fer, parce qu'un wagon peut être laissé aller, comme on disait, nous, là, sur une voie pour aller s'accoupler avec d'autres wagons. Puis le roulement d'un wagon qui va de sa propre allure, c'est silencieux, ça peut être silencieux, puis on ne l'entend pas venir. Souvent aussi, dans les jeux d'attelage, il y en a qui sont fait coincer dans des jeux d'attelage. C'est un petit peu macabre de parler de ça, mais c'est ce qui arrivait. Moi, j'ai peut-être en mémoire, vitement, 10 confrères qui ont perdu leur vie au chemin de fer. Pour espérer améliorer leur sort, les employés occupant des postes subalternes comme celui de serre-frein doivent souvent attendre des années avant d'accéder à un emploi plus payant et moins risqué. L'ancienneté, principe sacré dans le monde ferroviaire, devient alors la seule voie d'accès à une promotion. Le cinéma muet a largement exploité les images d'avaries et d'accidents des débuts de l'ère ferroviaire. Ces scènes amusantes cachent toutefois une réalité beaucoup plus tragique. Le métier de cheminot est parfois impitoyable. Au risque de la profession s'ajoutent les hasards de la route, les tragédies que même le meilleur des mécaniciens ne peut éviter. Plusieurs travailleurs du rail vivent avec l'image épouvantable de leur colosse, franchissant les passages à niveau, incapables de freiner à temps pour éviter le pire. Elle se se marier le samedi, puis elle travaillait chez Sicard, Sainte-Thérèse. Puis son chum qui était supposé marier, la veille, il a dit, ben je peux pas te marier, j'ai 2 enfants, puis j'ai ma femme. Quand elle est partie chez Sicard, parce que c'est emmené sur la rail, au cimetière, Sainte-Thérèse. Puis là, elle me regardait de travers, puis là, moi, je criais pour la réveiller. Vous voyez, elle était sur le bout des rails tout le temps. Un bon coup, quand elle était rendue assez proche, elle s'est couchée à plein vent. Ça arrête, puis elle s'est virée de bord, de même, puis un petit bouc jaune dans la tête. En deux. Elle a arrêté 300 pieds plus loin, tu veux. Fait que c'est ça. Les trains roulent jour et nuit. Les employés sont quelquefois appelés à travailler 7 jours sur 7, laissant derrière femmes et enfants. La vie de famille, ils la recréent dans les baraques et maisons construites pour eux le long des tracés. Là, ils partagent leur repas, leur sommeil, leur intimité. Nous n'avions pas de chambre privée. Nous dormions à 2 ou 3 dans une même pièce. Et si votre conducteur ronflait, eh bien le lendemain, vous étiez plus fatigué que la veille. Mais tout cela faisait partie du travail. Ce wagon de queue qui ne paie pas de mine, c'est la caboose. Lorsqu'on l'aperçoit, on sait que la fin du convoi est proche. Le mot caboose viendrait de l'allemand Caboose, signifiant le lieu où se trouve la cuisine sur un bateau. Ces modestes voitures servaient de maison aux chefs de train et aux serre-freins. C'est là qu'ils terminaient leur éreintante journée de travail. Alors, on prenait les matelas, il y avait 3 matelas d'épais ici. On en prenait un, on étirait la couchette de bois comme ça et on mettait nos matelas. Souvent, on devait les dégivrer parce que le fourgon de queue avait été remisé pour la fin de semaine et il n'y avait pas de chauffage. Alors, on dégivrait les matelas, on les mettait debout et en cours de route, avec le temps, la chaleur faisait que les matelas devenaient un peu plus confortables. Et après ça, on les étendait ici.
Les hommes n'ont souvent eu qu'un petit poêle de charbon pour se chauffer. Certaines améliorations viendront heureusement améliorer le confort et relever le moral des troupes. Je vois que celle-là ici a une toilette. C'est le grand luxe. À mon époque, il n'y avait pas de toilette. Ce n'est qu'après des années de dur labeur sur les trains de marchandises que les employés peuvent enfin accéder aux trains de passagers. Les horaires y sont plus réguliers et le confort plus douillet. Dans cet univers construit de toutes pièces pour le plaisir des voyageurs, chacun a un rôle à jouer. Au bas de l'échelle sociale se trouvait le métier de porteur. Cette profession allait devenir, pour la communauté noire, l'unique façon d'avoir accès au monde du chemin de fer. All aboard! Aucune autre expression ne fait mieux revivre la belle époque des voyages en train. Cet appel à monter à bord, lancé avec force, est le privilège unique du chef de train. Enveloppé de son bel uniforme garni de 2 rangées de boutons dorés, le chef de train s'accroche au wagon déjà en marche. Sa journée commence. Sa mission, amener les voyageurs à bon port et tout mettre en œuvre pour que le voyage se déroule bien. Après des années passées à courir sur les convois dans l'habit maculé d'huile du cerf-frein, accéder au service des passagers était l'aboutissement d'un long et dur parcours. Le métier de cerf-frein ouvre la porte à celui d'agent de train. Un veston serti de 3 boutons d'argent vient avec la promotion. Après ce passage obligé, l'uniforme du chef de train devient alors accessible. Si le mécanicien est le maître de sa locomotive, le chef de train, lui, règne sur le reste du convoi. Tous les employés y sont sous ses ordres. Le chef de train est le premier contact que les passagers ont avec les travailleurs du chemin de fer. Figure d'autorité, il est l'image de la compagnie ferroviaire qu'il représente auprès de la clientèle. Il doit se comporter en conséquence et agir en toute occasion avec classe et panache. Dans un train de passagers qui est en route, puis que ça roulait assez vite, il y avait toujours le ballon. Hein? Puis ces gens-là écrivaient, hein, parce que quand on arrivait à un passager qui n'avait pas son billet, il fallait lui faire un billet. Puis on pouvait réussir à écrire avec le mouvement du train, parce que ça brassait des fois. Puis les gens écrivaient lisiblement pareil. On voyage en métro aujourd'hui, puis les gens se tiennent. Mais nous autres, en train, on se tenait pas. C'était une qualité qu'il fallait avoir, ça, l'équilibre. La plupart du temps, on se tient comme ça. Quand on descend du train, on se sent encore comme ça. Le cuisinier est un autre personnage fort populaire à bord des trains voyageurs. Dans sa cuisine itinérante et en mouvement constant, il tente de répondre aux désirs d'une clientèle des plus variées. Ce travail nous permet de rencontrer des gens du monde entier qui ont toujours des histoires intéressantes à raconter. On nous fait souvent des compliments à propos de la qualité de la nourriture que nous servons à bord des trains Via. Je me souviens d'ailleurs de ce couple de jeunes mariés lors d'un voyage à Toronto. Je leur avais préparé un repas qu'ils ont adoré. Je les ai ensuite revus à leur retour de Vancouver. Et ils étaient très heureux de me retrouver, car ils savaient que l'on s'occuperait d'eux, comme nous nous efforçons toujours de le faire. Au début du 20e siècle, époque dorée des voyages en train, la voiture-restaurant fait rapidement figure d'attraction. Décorée des plus beaux meubles et tissus, la table rivalise avec les restaurants les plus chics. Toute une équipe, composée de préposés aux garde-manger, serveurs et cuisiniers, s'affaire à satisfaire les palais les plus fins. Menus élaborés et plats servis dans des couverts de fine porcelaine garnissent les tables des voitures-restaurants. L'argenterie et le cristal ne sont plus légion à bord des trains voyageurs.
Mais les compagnies ont conservé certaines traditions fort appréciées à l'époque des premiers voyages transcanadiens. Encore aujourd'hui, à bord de certains trains, le chef offre à sa clientèle un menu reflétant les richesses culinaires des régions traversées par le convoi. Dans ce monde particulier que forment les travailleurs itinérants des chemins de fer, un groupe d'employés de service a longtemps occupé le bas de l'échelle sociale. Ce sont les porteurs. Sans cesse sollicités par une clientèle exigeante, ils exécutent leurs tâches avec sourire et bienveillance. Au XIXe siècle, le métier de porteur a toutefois permis à la communauté noire d'avoir accès à des emplois bien payés et de monter à leur tour à bord des trains. La compagnie américaine Pullman Palace Car est la première à faire l'embauche de travailleurs noirs en 1867. Elle leur offre alors un seul type d'emploi, celui de sleeping porter, ou préposé au wagon-lit. Les compagnies canadiennes emboîtent le pas rapidement. Au milieu des années 30, le quart des préposés noirs au pays viennent des États-Unis. Leurs emplois étaient presque garantis, mais il ne fallait pas essayer d'aller au-delà, car il y avait une barrière invisible et infranchissable. Le travail de porteur consiste à tenir en ordre les voitures-lits et à répondre aux moindres demandes de la clientèle. Le quotidien est fait de menus détails, comme celui de retourner à son destinataire une paire de chaussures brillantes et fraîchement cirées. Le travail effectué, le porteur dépose le bien précieux dans de petits compartiments aménagés au bas des cabines. Le service doit être impeccable. Une erreur, aussi banale soit-elle, aurait entaché la réputation du porteur et celle de sa compagnie. Les porteurs sont parfois en service 24 heures sur 24. Mais le plus difficile demeure la condescendance et la méfiance entretenues à leur égard. Leurs agissements sont scrutés à la loupe. Ils peuvent entretenir une brève conversation avec les hommes, et dans le cas des femmes, elles doivent être réduites au minimum. Pour bien des porteurs, le train représente malgré tout une excellente opportunité d'emploi. Il y avait à la fois un aspect négatif et positif à tout cela. L'aspect négatif était cette barrière invisible qu'il était impossible de franchir, qui bloquait leur progression. Mais d'un autre côté, à cette époque, c'était un moyen d'accéder à un meilleur statut social. Autrement, les Noirs n'auraient jamais obtenu d'emploi, aucun type de garantie. Ils n'auraient jamais pu bénéficier de débouchés économiques si ce n'avait été des sociétés de chemin de fer. C'était pour eux un moyen extraordinaire d'obtenir la sécurité, des emplois garantis et un revenu fixe. Il a fallu une longue bataille politique et juridique pour que leur cause soit reconnue. Il faut attendre 1960 pour que les travailleurs noirs aient finalement accès aux autres professions au sein des chemins de fer canadiens. Le train était un monde d'hommes, mais il fut également une importante affaire de famille. Le chemin de fer représentait la prospérité. Les emplois de cheminots y étaient donc jalousement gardés au sein du clan familial où le flambeau se passait de génération en génération. Mais la technologie et la diminution constante de la clientèle allaient bientôt avoir raison de plus d'un métier du rail, éliminant du même coup des milliers de gagne-pains. Dans les années 30, l'industrie ferroviaire est encore florissante. Un travailleur sur 20 est un employé de chemin de fer. Les conditions de travail y sont bonnes. La profession est bien vue. Un emploi comme celui-là est précieux dans la classe ouvrière. Mieux vaut donc qu'il reste dans la famille. Il n'est pas rare que 3, 4, 5 générations s'y succèdent. Une situation encouragée par les compagnies qui y voient une façon efficace de fidéliser leurs employés et de s'assurer d'un dévouement à toute épreuve. Tous les gens qui travaillaient de mon temps au chemin de fer, c'était à cause que son oncle, son père, son frère, c'était tous de la famille partout. Mon grand-père était cheminot.
mon père, moi, puis présentement mon fils. Il est aussi travaille comme chef de train présentement. Le monde du chemin de fer a profondément façonné celui des unions syndicales. Le syndicat des cheminots figure parmi les premières organisations à voir le jour au Canada. Les mécaniciens sont aujourd'hui encore représentés par le Brotherhood of Locomotive Engineers. Créé en 1863, c'est le plus vieux syndicat d'Amérique du Nord. Depuis un siècle, les chemins de fer ont connu au moins une grève par décennie, mais elles sont toujours de courte durée, en moyenne 10 jours. C'était en 87 ou 88. Les autres syndicats avaient fait la grève avant. Nous, on était en négociation. Puis probablement, on pensait que c'était pour déboucher. Mais le gouvernement était sûr qu'il y aurait peut-être une impasse avec nous autres aussi. Donc, ils ont ordonné. On avait déclaré la grève à 23h59. Puis on avait une injonction contre nous autres à minuit et 1. Donc, la grève, en réalité, a duré 1 minute. Longtemps, le chemin de fer va demeurer un univers masculin. La vitesse et la vapeur, voilà bien une affaire d'hommes. Lors des 2 grands conflits mondiaux, les femmes sont appelées à faire leur effort de guerre et prennent l'uniforme du travailleur. Les compagnies ferroviaires, privées de milliers d'ouvriers partis au champ de bataille, leur ouvrent leurs portes. Elles occupent des postes de secrétariat et certaines ont même accès au télégraphe. Plusieurs travailleront en usine, là où la production de chars a remplacé celle des locomotives. Avec les années, quelques braves réussiront à se hisser dans les cabines des colosses, accédant enfin au prestigieux poste de mécanicienne. J'ai toujours aimé conduire s'il y avait un moteur, puis à un moment donné, j'avais un commerce en Mauricie. Puis c'est ça, le train passait juste en avant, puis j'avais beaucoup de clients qui travaillaient sur les trains, puis ça m'impressionnait, fait que à un moment donné, je parlais de ça avec eux autres, comment on pouvait faire pour travailler sur les trains, puis ma mère m'a dit qu'on avait un ami de la famille qui travaillait sur les trains, fait que quand ils ont eu besoin d'employés, ben c'est ça, là, il m'a appelé, puis je lui ai donné mon nom, puis j'ai suivi le cours, puis on m'a engagé. L'arrivée des femmes sur le siège de droite de la locomotive n'est pas le seul grand changement survenu dans le monde ferroviaire. L'avènement de l'automobile, l'utilisation du camionnage pour le transport des marchandises et le développement du transport aérien poussent peu à peu le train sur une voie de service. Les pertes d'emplois suivent la disparition des milliers de kilomètres de voies. En 1950, alors que le CN était encore le plus important employeur du Canada, la compagnie comptait 117 000 employés. Aujourd'hui, le CN emploie moins de 20 000 personnes au Canada. Avec la disparition de la vapeur, mais aussi avec l'automatisation des convois et de l'ensemble des opérations, les rangs des cheminots se sont clairsemés. Des métiers ont complètement disparu. Le télégraphiste a laissé sa place au téléphoniste. L'horloger n'a plus de pendule à tenir sous sa tutelle. L'inspecteur de voie et son vélocipède et l'horticulteur responsable de l'entretien des jardins de gare font aujourd'hui partie du folklore. L'arrivée du diesel a relégué aux oubliettes le difficile métier de chauffeur et ses lourdes brassées de charbon. Le travail a changé et le prestige associé à la profession également. C'était vivant. C'était vivant, ces choses-là. C'était vivant. C'est comme si la machine à vapeur avait un cœur. Lorsque la machine se mettait en marche et commençait à cracher sa vapeur avec ce tchou-tchou-tchou si particulier, on aurait dit un cœur qui battait. Maintenant, un simple geste suffit pour démarrer. Ce n'est plus la même sensation qu'autrefois. C'est toi qui menais la locomotive. Tu avais un bon aérien et un bon chauffeur quand tu faisais ça. C'est toi qui conduisais. Tu débarquais en bas de l'engin quand tu étais arrivé au terminal. Tu disais, ouais, on va faire un maudit bon voyage aujourd'hui. Le mécanicien de locomotive à vapeur éprouvait une sensation bien particulière.
Vous regardiez à l'extérieur et vous aviez devant vous le nez de la locomotive. Vous sentiez le souffle du vent. Vous preniez le temps de saluer les enfants. C'était vraiment merveilleux. Longtemps encore, le chemin de fer continuera de nourrir l'imaginaire et d'attiser le feu de ceux qui ont vécu et vivent toujours pour le train. J'aimais bien mon travail d'agent de train ou serre-frein sur les trains de passagers. J'aimais ça, j'aimais ça. C'est un emploi qui est différent des autres. C'est pas toujours entre quatre murs, puis c'est ça que j'aime, là. C'était la belle vie. Je suis à la retraite maintenant et ça me manque.